Oui Sport FR, 100% live. C'est l'heure de Corentin prend le contrôle, spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Bonjour à tous, bienvenue dans CPFC, spécial top 50 des entraîneurs de la saison. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e émission. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux places de 20 à 11. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, on va voir peut-être les premiers blasphèmes aujourd'hui, notamment de mon côté, mais c'est aussi le but de cette émission. Comme d'habitude, tout au long de cette semaine, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi coach Maxou. Comment vas-tu ? Salut Coco, bonjour à tous et toujours autant de cheveux qu'hier. Et puis on a bien sûr avec nous Mika. Mika, ça va pour l'instant, tu te sens bien dans cette émission ? Salut à tous. Ouais, très bien, je me sens comme chez moi. Eh bien écoute, ça nous fait plaisir parce qu'avant tout CPLC c'est une grande maison pour tout le monde et dans cette grande maison, voilà, dans le top 50 on tient aussi à embrasser Antoine Comboiré qui doit être retourné à la Légion étrangère du côté de la Guyane, donc on t'embrasse, tu dois être peut-être aux essais de Kourou. Il monte les tentes militaires pour les victimes du coronavirus. Oui, il y a le TEF qui le suit derrière là, on a vu le capitaine Gradel exécuter les ordres. Donc voilà, au programme aujourd'hui, les places 20 à 11. Voilà, on approche de la fin, ça commence à se resserrer. On va parler peut-être de gros noms aujourd'hui. On va commencer à rentrer dans les hauts tableaux des plus gros championnats. Petit rappel des règles, Maxence, s'il te plaît. Ouais, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de la semaine, c'est toujours un peu la même chose. Donc on a bien décidé de classer les 50 meilleurs entraîneurs de la saison, donc 2019 et mi-2020, donc jusqu'à l'arrêt des championnats suite au coronavirus. Et l'objectif, c'était de faire un petit retour sur les techniciens qui ont performé sur les 8-9 mois de compétition, voir ce qui a été proposé, s'ils ont été capables d'optimiser au maximum les effectifs qu'on leur avait donnés, par rapport aussi au statut des clubs, éventuellement les styles de jeu, si ça a été spectaculaire, beau à voir, si ça s'est bien inscrit dans le football circus. On embrasse Stéphane Guy. Et voilà, et d'autres éléments peut-être au cas par cas. Bon, et bien voilà, si on ne trouve rien d'autre à redire, je vous propose de tout de suite attaquer. Et on va commencer, donc tout de suite, voilà, je vous remets le petit tableau avec bien sûr mon montage niveau 6ème, puisque je progresse de jour en jour, mais voilà, on va attaquer tout de suite avec la place numéro 20. Et moi, je vais attaquer directement par Zinedine Zidane. Voilà, le coach du Real. Maxence t'en a parlé hier en 22e position. Voilà, Zizou, qu'on doit quand même mettre dans le classement. Il n'a pas bénéficié de l'arrivée d'Eden Hazard pour l'instant. Il a mis quand même en place un 4-4-2 avec l'intégration de Valverde qui lui est propre. Voilà, il bénéficie aussi d'un Karim Benzema qui doit tout faire en attaque. Donc voilà, il a des circonstances atténuantes, tu l'as dit Maxence. Après, on a vu quand même, là où je te rejoignais pas forcément, c'est que tu disais qu'il n'avait pas forcément une patte. Bah, je trouve que en tout cas sur ces 4 saisons, on a plus vu sa patte cette saison que sur les 3 précédentes au Real. Je suis d'accord Donc, avec toi, je suis d'accord avec toi. Voilà, il a le mérite en tout cas d'avoir un peu plus d'influence. Après, là où je te rejoins, Maxence, tu as pu en parler, c'est que le Barça est dans un niveau catastrophique, ou en tout cas dans une crise catastrophique, et il est toujours deuxième du championnat et en ballottage défavorable aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne se classe que 20ème pour moi. Je t'en prie, Maxence, introduis-nous ton premier entraîneur de la saison de ton côté. Écoute, en fait, on va rester dans les techniciens français, puisque j'ai mis Julien Stéphan en 20e position, ton petit crack. Pourquoi le cher Juju, je le mets 20e? Parce que du fait de la belle saison rennaise, il mérite complètement d'être dans le top 20. Après, je fais un peu le même constat que certains entraîneurs auparavant. J'ai l'impression qu'ils bénéficient plus de la défaillance de pas mal d'autres clubs que vraiment de sa performance personnelle. Rennes a l'avantage, et c'est tout à mettre à son crédit, d'être hyper régulier. C'est une équipe qui est solide, qui est bien organisée,
qui a des principes de jeu clairs, même si je trouve que bon, vis-à-vis de certains éléments de l'effectif, ça pourrait être encore un petit peu mieux, je pense. Après, il arrive quand même à tirer de certains joueurs. Je pense à des joueurs comme Del Castillo, comme Mawassa, qui sont pour moi des joueurs moyens. Il arrive à les faire évoluer à des niveaux très intéressants. Donc voilà, moi j'attends les saisons prochaines. Pour l'instant, je suis pas à 100% convaincu. Ça n'empêche qu'il figure déjà dans les meilleurs techniciens français parce qu'il a le mérite de travailler, ce qui est pas le cas de beaucoup de ses collègues. Voilà pour Julien Stéphan qu'on retrouvera probablement plus tard. Mika, je t'en prie, ton premier entraîneur de cette émission, vers qui tu nous diriges? Eh ben, on va rester en France et j'ai décidé de placer Christophe Galtier. Voilà. Donc, l'entraîneur de Lille, quatrième de championnat. Un début de saison moyen, mais qui se rattrape bien sur la fin. Sur les 7 derniers matchs, il a 6 victoires. Et au niveau du jeu, bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Il a réussi à, à donner de l'espoir à ceux qui en avaient plus en Renato Sanchez, par exemple. Voilà, faut pas oublier aussi que pendant la saison, il a perdu son adjoint et son entraîneur des gardiens qui sont allés à Tottenham. Il a réussi à les remplacer. Il a comme nouvel adjoint, il a pris l'ancien entraîneur de Benfica B, Georges Maciel. Et donc voilà, je trouve il s'en sort quand même pas trop mal. Son équipe, elle reste solide malgré un mauvais début de saison. La Ligue des Champions, c'était moyen. Et vous en avez aussi bien parlé. Donc voilà, j'ai décidé de le passer 20e, Christophe Galtier. Et bien voilà pour la 20e place, du coup on va sans plus attendre passer à la 19e où la transition est parfaite puisque en 19e position moi aussi j'ai mis Christophe Galtier. Ah Voilà, bah voilà. Mika vient d'en parler. Il a perdu son meilleur joueur qui tournait quand même en double-double la saison dernière, donc Nicolas Pepe. Il a subi pas mal de départs, tous ses latéraux gauche sont partis. Voilà, on lui a intégré de nouvelles recrues, pas forcément évidentes à intégrer non plus, mais ce sont des bons joueurs comme Yazici ou Renato Sanchez. Victor Osimhen s'est parfaitement bien intégré. Voilà, et Maxence en avait parlé en Ligue des Champions, ils n'ont pas eu de réussite non plus, alors qu'ils avaient fait pourtant des assez bons matchs. Voilà, même au niveau tactique, c'était intéressant, l'intégration de Bradaric avec voilà, ce côté un peu plus défense à 3 où lui il joue comme ailier presque, avec une attaque quasiment à 5. Voilà, là-dessus vous serez peut-être plus pertinent que moi, messieurs, mais voilà, il a su se réinventer et il s'impose comme l'un des très bons entraîneurs de notre championnat et puis finalement des très bons entraîneurs d'Europe avec voilà, un contexte quand même lillois qui est pas forcément facile à appréhender non plus. Maxence, je t'en prie, sur ton 19e entraîneur, en tout cas la position 19. Eh ben, en 19e, moi j'ai Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de Wolverhampton. Donc je me semble que Mika on avait bien parlé. Moi franchement Nuno il me bluffe vraiment pour avoir suivi ce qu'il avait pu faire à Porto avant où c'était pas loin d'être les saisons les plus dégueulasses du 21e siècle dans le club des Dragons. Je m'en Bah, sou- franchement, personnellement, je m'en souviens pas. on a J'ai oublié, aucun souvenir de ces époques-là. on a oublié. Et non, franchement, moi, il me bluffe. C'est vraiment très fort ce qu'il fait à Wolverhampton, avoir fait remonter le club. Alors certes, d'un côté, il bénéficie du fait d'être dans le réseau de George Mendes, ce qui lui permet d'avoir un effectif de qualité. Mais d'un côté, c'est pas forcément évident parce que il a quand même une prérogative de les mettre en valeur. Il a un effectif quand même qui peut être amené à changer. Mais là où vraiment il me bluffe, moi, c'est sur le développement des joueurs. Quand tu vois le niveau qu'a atteint des joueurs comme Jota, comme comment il s'appelle, Ruben Neves, Tra- comme Traoré, Traoré, et puis le petit qui était à Braga, là, j'ai perdu son nom, celui qui a 19 ans, là, Pedro. Ah, je l'ai plus. C'est pas grave si un auditeur peut le retrouver pour moi. Donc voilà, vraiment, c'est intéressant. Il a une vraie capacité à s'adapter tactiquement. Et on le voit ça dans les matchs contre les grosses équipes du championnat. C'est un vrai poil à gratter.
Il y a Jürgen Klopp qui avait fait une interview en milieu de saison en disant qu'aller jouer à Wolverhampton, c'était un cauchemar et que c'était sûrement l'équipe qui lui avait posé le plus de problèmes sur les 2 dernières saisons. Donc voilà, c'est un travail qui a salué. Il arrive à mettre Wolverhampton 6e du championnat de Première Ligue, devant des clubs comme Tottenham, comme Arsenal. Et en continuant comme ça, c'est pas impossible qu'il puisse figurer changer la nomination de Big 5 ou Big 6, ou voire un Big 7 s'il arrive à se maintenir à ce niveau-là. Donc voilà. Nuno est 19e. Très bien, Nuno Espirito Santo. Mika, je t'en prie, 19e position de ton classement. Alors que 19e, vous en avez déjà parlé. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui malgré tout fait une bonne saison, hein, puisqu'il se qualifie quand même pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il est toujours leader de son championnat. Mais au vu de l'effectif qu'il a, on en attend toujours plus. Et comme a dit Maxence, on a l'impression que PSG, c'est plus de la garderie au vu de ce qui se passe en interne que du football. Donc voilà, moi j'avais été très déçu du match aller à Dortmund. Donc, franchement, j'avais trouvé que, enfin, j'avais pas compris en fait. Voilà, il y avait du marquage individuel, des défenseurs centraux qui sortaient hyper loin de leur zone, qui accompagnaient les dépassements des joueurs, qui laissaient des trous dans la défense. Quand on voit le but de Haaland, quand Giovanni Reina reçoit le ballon, on a Kimpembe qui ferme extérieur, qui ferme pas axe. Enfin, c'est des choses que normalement, je pense en U15 ou en U16, c'est des choses qui devraient être maîtrisées. Et là, sur ce match-là, enfin, il y a eu des erreurs énormes. Et ensuite, sur le match retour, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Sur le retour, on a vu une vraie équipe, une vraie cohésion, une équipe qui jouait bien au ballon et une équipe qui doutait pas. Donc voilà, c'est aussi ça qui montre la, la force de cet entraîneur. Donc on sait tous hein, que c'est un grand coach. Il l'avait déjà montré auparavant. Mais ça reste toujours décevant pour cet entraîneur-là parce que au vu de l'effectif qu'il a, euh, on s'attend toujours à mieux. Et je me demande aussi quelle est la réelle progression qu'il apporte au PSG par rapport à l'année d'avant et même peut-être par rapport au travail des autres entraîneurs qui sont passés avant lui. Donc voilà, je le place 19e parce qu'au final, il est dans ses objectifs. Donc voilà, il sera champion de France. En Ligue des Champions, il est toujours là. Donc voilà, 19e. Très bien, pour Thomas Tuchel, qu'on retrouve du coup à la 19e place et qu'on retrouvera encore par la suite. 18e place, je pense qu'on attaque tout de suite. 18e place, de mon côté, qui est-ce que j'ai mis? J'ai mis Chris Wilder à la 18e place de mon top, l'entraîneur de Sheffield, vous en avez bien parlé. Voilà, il est quand même promu et 7e de première ligue, toujours en course pour jouer la 4e place, ce qui est quand même pas anodin dans un championnat comme la première ligue, certes avec bon, des difficultés du côté de Tottenham, Arsenal ou même United en début de saison, mais voilà, il est en course et c'est pas facile quand on est un promu, surtout en jouant de la manière que vous avez pu la décrire au fil des émissions. Voilà, il essaie de réinventer quand même quelque chose en Angleterre et rien que pour ça, ça a le mérite d'être souligné, d'être reconnu. Et puis bon, Thierry Henry en a parlé en bien et en a parlé longuement. Donc voilà, comme le temps n'a pas le temps d'attendre pour le temps, il faut rendre quand même hommage à Chris Wilder. Je t'en prie, Maxence, place à la 18e place de ton côté. Et ben en 18e place, j'ai de nouveau un entraîneur qui n'a pas beaucoup de cheveux et dont Mick a parlé hier, il me semble. C'est Peter Bosz, l'entraîneur Bosch, pardon, l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Bon, au-delà du fait que c'est un entraîneur pour qui j'ai énormément d'admiration à titre personnel, faut saluer vraiment le travail qu'il est en train de faire à Leverkusen. Aujourd'hui, si le championnat devait reprendre, il est 5e, si je me trompe pas, du championnat. C'est ça. Euh, En faisant une vraie bonne saison et par rapport à, je trouve, hein, d'avis personnel, par rapport aux autres effectifs qui sont devant lui, moi je trouve qu'il optimise vraiment au maximum ce qu'il a parce qu'il a un effectif à 11 titulaires qui est de qualité, vraiment, mais je trouve qu'il a pas un effectif extrêmement profond.
Et pourtant, il arrive à s'en sortir. Et franchement, moi, je suis vraiment déçu que la saison se soit arrêtée parce que Leverkusen en 2020, c'est une grande dinguerie. Ce qu'il était en train de faire en championnat, c'est piquette sur piquette. Il a démantelé le FC Porto en Ligue Europa. Et moi, ce que je trouve impressionnant, la progression des joueurs. Alors en plus, là, on lui a rajouté le crack Edmond Tapsoba en défense centrale. Magnifique, Avec magnifique. Jonathan Ta, c'est une dinguerie les deux là. C'est un peu les défenseurs centraux de l'an 3000. C'est des mecs qui sont capables aussi bien de défendre sur l'homme que de couvrir des grands espaces à la course, qui sont rapides, qui sont puissants, qui ont des pieds en or et qui sont capables de relancer et de casser des lignes sur 40 mètres. Donc non, franchement, c'est vraiment très fort. Il y a l'arrivée aussi d'Ezequiel Palacios qui joue à River Plate, qu'il a commencé à intégrer dans l'équipe et qui est vraiment prometteur. La progression de Moussa Diaby, de Leon Bailey, Kyle Havertz, Paulinho, enfin non, vraiment, c'est, Amiri, c'est, c'est- Amiri, tout à fait, Demir Bay qui vient de Hollande. Demir Bay, le rôle d'Aranguiz, enfin vraiment, c'est vraiment du super boulot. Leverkusen, bah voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder leur match, bah c'est du régal. Dans les quelques matchs qui étaient vraiment très fréquents sur les derniers, je me souviens de la dérouillée qu'ils ont mis à Francfort, où c'est une domination totale de la première à la 90e minute, et c'est une masterclass de jeu de position, de pressing, de sortie courte. Les joueurs connaissent leur rôle, ils savent ce qu'ils doivent faire. Il y a du talent dans cette équipe, ce qui permet de faire fructifier la grosse base collective. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine en espérant qu'il se fasse pas trop dépouiller cet été. Je pense que ça sera compliqué de garder Kai Havertz, mais il y a la qualité pour le remplacer. Et j'espère vraiment qu'il sera pas trop dépouillé cet été pour pouvoir avoir un minimum de continuité sur la saison prochaine. Eh bien, écoute, voilà le portrait de Peter Bosch qu'on reverra très prochainement. Je t'en prie, Mika, ta 18e position. donc en 18e, un entraîneur dont Max a déjà parlé hier, Maurizio Sarri. Donc voilà, un entraîneur qu'on adore, mais qui, comme Tourelle, nous laisse un peu sur notre faim. C'est-à-dire que Sarri, on est habitué à ce qu'il ait un jeu très prononcé. Hein. C'est-à-dire, voilà, normalement, quand on regardait son Naples, même son Chelsea, on savait que c'était une équipe à Sarri. Et là, quand on voit la Juve, c'est pas vraiment ça. Mais il a le mérite de s'adapter à ses joueurs. Je pense que beaucoup d'entraîneurs se seraient cassés les dents avec cette Juve dans un championnat qui est, à mon sens, plus relevé que dans d'autres années. Et donc, il a quand même ce mérite-là d'être quand même toujours leader. En Ligue des Champions, il a perdu à Lyon, mais voilà, avant le match retour, c'est quand même difficile de se prononcer. Donc voilà, je le passe 18e parce qu'il est dans ses objectifs, même si au niveau du jeu, on reste déçu. Je suis pas sûr que ce soit un club, une équipe où il peut vraiment développer ses idées. Du coup, il s'adapte aux joueurs qu'il a. Il fait jouer des joueurs qui, à mon sens, ne sont pas aptes à s'intégrer à son modèle de jeu, on va dire, optimal. C'est-à-dire Ouais. que des joueurs comme Rabiot, comme Matuidi, euh, Qui n'ont pas le niveau voilà, pour je jouer à pense. la Juve, hein. Franchement, moi je Ouais, trouve voilà, que bah, l'effectif c'est de la ça. Juve est vraiment surcoté par rapport à la valeur réelle des joueurs qui y jouent, quoi. Et malgré ça, bah, je crois qu'il gagne quand même contre l'Inter, je crois, 2-0, non? Ouais, Si je dis pas de bêtises, il gagne ouais, 2-0 ouais. quand même contre l'Inter. Il est quand même premier, voilà. Donc c'est pour ça, je le mets quand même 18e. Mais j'aurais préféré, enfin, ce qu'on veut de Sarri, c'est pas le voir premier et gagner un championnat sans jouer. Non, non. Ce qu'on veut de Sarri, nous, c'est qu'il nous fasse rêver comme il nous a fait rêver avec Naples. C'est qu'il apporte des idées, c'est qu'il fasse développer son football. Et c'est pas ce qu'il fait à la Juve. C'est dommage. Mais il est dans les objectifs. Donc voilà, 18e. 18e Maurizio de Sarri qu'on avait retrouvé bien avant, en tout cas dans nos tops. Maxence, je sais plus, tu l'as mis en Ouais, 32e et moi je l'ai mis 32e, ouais. en 46e. Donc voilà, il y a quand même une petite
cette disparité, mais voilà, ça fait aussi partie du top 50. 17ème position, Maxence en a déjà parlé juste avant, j'ai parlé de Peter Bosch. Voilà, t'en as déjà bien parlé. Moi, juste ce que je vais rajouter, c'est que voilà, au début de saison, c'était quand même un peu poussif, même s'il y a eu des victoires. Voilà, il s'est fait laver contre Dortmund. Et on a attendu un petit peu pour voir vraiment le vrai visage de Leverkusen. Et c'est là où tu parles justement de 2020 et peut-être une victoire bien avant aussi en fin novembre contre le Bayern qui les a vraiment lancés et qui leur a permis de faire quand même une belle remontée au classement. Voilà, ils ont joué leur coup en Ligue des Champions aussi. Ils n'avaient pas une poule facile avec l'Atlético et la Juve et même le Lokomotiv Moscou. Mais au final, voilà, on voit qu'en 2020 c'est beaucoup mieux aussi parce que les recrues sont bien intégrées. Voilà, on avait eu des débuts poussifs d'Amiri qui jouait pas, ou même de Demirbay qui avait du mal à se trouver. L'arrivée de Palacios, on a bien parlé, c'est excellent. Et puis aussi l'utilisation de Lucas Alario qui est utilisé avec disparité, mais qui est quand même à chaque fois, dès qu'il rentre, dès qu'il joue, un maillon fort. Et puis bon, voilà, il y a toujours Kai Havertz qui rayonne, Leon Bailey qui confirme, et puis voilà, Kevin Volland en chef de meute de tout ce petit groupe. Il y a aussi le gardien Radecki. Alors je sais pas si Ouais. c'est sa première saison, si vous me contredirez peut-être. Je crois qu'il était à Il Francfort, était, non? Auparavant. ouais, mais il était là l'année dernière déjà, Il il me était là semble. l'année dernière. Et ben je trouve qu'il a Ouais, pris une totale autre dimension. Et j'ai quand même pas mal regardé Leverkusen avec toi, Maxence. On en parlait, mais je le trouve vraiment exceptionnel cette saison, ah Radecki. non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc, Mais pour continuer vas-y. sur ton propos, ce que j'ai pas trop abordé, c'est qu'en première partie de saison, il a quand même pas été aidé par les blessures, hein, il a quand même énormément de blessés. Donc Non, c'est c'est pour sûr ça que que je c'est parlais de là aussi profond. que l'intégration des recrues du coup a été plus compliquée parce qu'au final il n'y avait pas la Tout à fait, structure qu'il a de base. tout à Donc, fait. Et c'est pour ça que je parlais de profondeur de banc qu'il avait pas. Mais pour te donner un chiffre, je t'en prie. Leverkusen, c'est depuis la reprise du championnat, c'est une défaite à Offenheim. Sinon, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 victoires, toutes compétitions confondues, tu vois. Donc, c'est 13 victoires, un nul, une défaite. Sachant que le nul, c'est à Leipzig, donc ça arrive à des gens. Ça arrive à des gens. Donc voilà pour Peter Bosz, moi, qui rentre en 17ème position et qui finalement est assez similaire à vos classements. Là. Du coup, Maxence, je t'en prie, tu peux enchaîner sur le prochain entraîneur. Ouais, ben en 17ème, j'ai Monsieur Josep Guardiola. C'est pas facile à classer. Pas facile à classer Guardiola cette saison parce que il y a pas mal de choses à mettre en perspective. Son City est toujours aussi beau à avoir joué, est toujours autant capable d'être une machine de guerre quand ça tourne bien. Mais bon, euh, défensivement, c'est compliqué. Moi, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de progrès au niveau défensif. Alors après, il n'a pas été aidé par le fait qu'Emeric Laporte, qui était quand même son pilier défensif, a été blessé quasiment toute la saison. Otamendi, bon bah voilà, on sait que c'est pas un défenseur élite et qu'il est capable de passer à travers. Stone, c'est pareil. Il a fait des essais avec Fernandinho, mais bon, Fernandinho, il a 34 ans, donc bon, c'est pas forcément facile non plus. Donc voilà, défensivement, il a pris des cavales qui sont un petit peu indignes de ce qu'il a pu montrer dans ses autres clubs. Et je pense que c'est un petit peu un tournant dans sa carrière, parce que c'est peut-être la saison où son équipe est la moins dominante, je trouve. Et donc voilà, à voir s'il va continuer à s'investir dans le projet City, s'il va être capable de nouveau trouver de nouvelles idées pour continuer à améliorer son équipe. Et là, il a une revanche à prendre. Ils se sont fait laver par Liverpool en championnat. C'est indigne pour Manchester City d'être 15-20 points derrière une équipe en championnat, mais malgré le fait que Liverpool vole sur l'eau. Voilà, après, il y a des masterclass. Moi, j'ai adoré la deuxième mi-temps de City contre le Real, où voilà, j'ai retrouvé vraiment du Guardiola high level. Mais voilà, cette année, je suis resté un peu sur ma faim et j'attends de voir ce qu'il peut nous promettre pour les années à venir. Pep Guardiola, c'est sûr qu'il n'est pas facile à classer. Moi, j'aurai d'autres arguments plus tard par la suite pour appuyer et contre-appuyer tes propos, Maxence. Tu sais que je t'aime beaucoup, t'inquiète pas.
Mika, je t'en prie, 17ème position. Où nous emmènes-tu? On reste en Allemagne, en Angleterre? Non, non, on va rester en France, hein, là Ah, où Maxence nous parle de Pep Guardiola, et ben moi je vais vous parler de Julien Stéphan. Voilà, son fils spirituel. l'entraîneur de Rennes. Voilà. Donc voilà, non, Coco, t'en as déjà très bien parlé avant. Moi, je reste déçu du parcours en Europa League. Voilà, je trouve que perdre contre Cluj cette année, voilà, ils ont réussi à faire ça, quoi. Voilà. Après, c'était pas non plus une poule très très facile, hein, avec le Celtic. Bon, mais après, voilà, en championnat, ils ont réussi depuis la fin de l'Europa League. En championnat, ils ont réussi à se remettre en marche. Et donc voilà, comme a dit Maxence, il, il peut faire jouer des jeunes joueurs comme Kamavinga, il peut faire jouer plusieurs profils différents, il fait progresser les joueurs, enfin, il prend des joueurs moyens comme il a dit, hein, comme Del Castillo, et qui au final font le job. Donc voilà, Julien Stéphan, c'est peut-être l'entraîneur français le plus prometteur de sa génération. Donc voilà, il fait du très bon boulot avec Rennes. Il a stabilisé le club dans le haut du classement en Ligue 1. Donc voilà, 17e pour moi. 17ème, Julien Stéphan, qu'on retrouvera nos spoilers dans cette émission. Voilà pour cette 17ème, c'est ça, ouais, on arrive petit à petit, on avance hein, quand même, doucement mais sûrement. Et moi je vais vous emmener du côté de l'Espagne et de la banlieue madrilène, puisque je vais parler de Bordalas Jiménez, l'entraîneur du Retafe. Retafe qui est 5ème, je crois, de Liga. Je vais mettre le classement sous les yeux. Mais ouais, qui est 5ème de Liga, qui a éliminé l'Ajax en Europa League. Bon, au terme de quand même de prestations voilà, qui ont pu faire parler notamment au retour. Mais voilà, on connaît les moyens pas fameux de Retafe. Il arrive à hisser cette équipe. Je les ai pas beaucoup regardés jouer, messieurs, donc vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Mais voilà, voir Retafe 5ème du classement, ça a le mérite quand même d'interpeller et de faire un beau parcours en Europe aussi. Donc voilà, ils ont quand même une poule pas forcément facile en Europa League. J'ai la poule sous les yeux avec Krasnodar, Trabzonspor et le FC Bâle. Ils ont réussi à s'en sortir deuxième. Ils ont sorti l'Ajax qui est quand même une équipe toujours difficile à manœuvrer. Donc voilà, il a le mérite d'être là. Je regarde rapidement, ils sont quatrième ou troisième. Troisième meilleure défense de Liga. Donc voilà, ça démontre aussi un peu toute cette équipe de Chien de la Casse. C'est un petit peu, si je me trompe pas, Maxence, de ce que j'ai pu lire aussi un petit peu, c'est un petit peu un mini cholo, non? Oui, après, voilà, c'est quelqu'un qui s'appuie sur un gros pressing. C'est une des équipes qui court le plus en Europe. Grosse organisation défensive et puis une capacité à punir sur transition qui est assez impressionnante. Donc Ne nous bon, dis pas tout, garde-en. on en reparlera un petit peu plus Jeune tard. fou. Donc voilà, 16ème pour moi, Bordalas Jiménez. Maxence, je t'en prie, tu peux continuer. Et ben écoute, en 16e place, j'ai Peter Zedler, le coach de Saint-Gall. Donc ben, ça me fait vraiment plaisir de le replacer dans un top 50 des entraîneurs parce que pour l'avoir eu à Sochaux, c'est un des coachs que j'ai le plus apprécié dans le 21e siècle socialien. Pourtant, Dieu sait qu'on a eu des coachs qui se sont plutôt bien débrouillés. Bah voilà, que dire, leader de Super League Suisse avec le Saint-Gall. Saint-Gall, si je me trompe pas, n'a jamais été champion de Suisse. C'est quelque chose qui peut arriver pour la première fois dans l'histoire du club. Et moi, j'ai toujours un immense respect pour ces entraîneurs qui arrivent à bousculer les hiérarchies dans des championnats où certains clubs ont l'habitude de gagner année par année, qui arrivent à avoir 30, 35, 40 titres sur un siècle. Donc voilà, c'est absolument énorme ce que fait Peter Zedler et en plus il le fait avec style. Son Saint-Gall joue vraiment très bien. Il a gagné ses deux confrontations face au FC Bâle, il me semble, ou alors il a fait un nul peut-être. Et tout le temps en prenant un jeu offensif, voilà, très à l'allemande. On sait que Zedler, c'est aussi un des gars qui a énormément travaillé pour l'écurie Red Bull et ça se voit. Il y a énormément de principes de jeu qui s'y retrouvent. Et franchement, en plus d'être quelqu'un de très humain, de très sympa,
Franchement, c'est super ce qu'il fait à Saint-Gall. Et hâte de le voir, pourquoi pas, dans un club un peu plus huppé. Voilà pour Peter Zedler qu'on ne retrouvera pas. Voilà, moi je. À côté Saint-Gall, non. Non, pas pour moi la Suisse. En 16e position, Mika, là, je te fais rire, mais je t'en prie, tu peux nous donner ton 16e. Bah, écoute, hein, tu viens d'en parler. C'est Jiménez Bordalas. Donc Ah, voilà, t'en as très bien parlé. Voilà. bon, pas tant que Encore une ça, fois, mais. hein, les grands esprits se rencontrent. Donc voilà, bon, bah, Bordalas, c'est du. Voilà, comme vous avez dit, hein, c'est un peu du cholo. C'est l'équipe qui fait le moins de passes en Liga. Donc voilà, c'est l'équipe aussi, alors selon des datas, qui ferme le plus dans l'axe, en fait, qui est le plus regroupée dans l'axe. Et puis voilà, c'est une équipe, quand on les voit jouer, Maxence a parlé d'une équipe qui était forte dans le pressing, mais c'est aussi une équipe qui défend beaucoup en bloc. Moi, c'est un peu ce qui m'avait frappé par exemple contre le Barça. C'est que j'avais l'impression de voir tout le match, une équipe derrière la ligne du ballon, quoi. Toujours une équipe regroupée et qui fermait les espaces. Donc voilà, ils sont très forts en coup de pied arrêté. Mais je suis fan de Cucurella, par exemple. Franchement, je trouve que c'est un très très bon joueur. Il a Mata devant qui marque beaucoup de buts et pourtant qui commence à être âgé. Comme Maxence l'a dit, ils punissent sur les transitions offensives. Donc voilà, c'est une très très bonne équipe. C'est une très très bonne équipe. Et c'est tout le mérite de Bordalas de placer Retafe 5e de Liga. On récompense ici aussi un peu les chiens de la case, donc voilà. Pour ouais, José Bordalas, bah, du coup c'est à moi, 15e position, on rentre dans la deuxième partie de cette émission et deuxième partie de classement. Moi, je vais vous parler de Barrenechea. Alors, je ne sais pas si j'ai prononcé, je m'excuse auprès de Vicente Lizarazu pour la prononciation. Mais voilà, l'entraîneur de la Real Sociedad qui, euh, qui performe cette année, qui est quatrième du classement, qui propose un jeu quand même assez flamboyant du côté du Pays Basque, avec mine de rien une attaque assez jeune. Voilà, au Martin Odegaard qu'il a réussi à lancer en Liga. Voilà, l'arrivée d'Alexander Isaac en provenance de Dortmund. Il y a l'éclosion, ou plutôt la confirmation, puisqu'on le connaissait déjà quand même pas mal, de Oyarzabal. Voilà, je vais en oublier de toute façon dans le lot, mais c'est très intéressant. Ils ont réussi à produire quand même des performances assez convaincantes. Je pense notamment il y en a une contre le Barça. C'est peut-être pas Noeta, ça doit être au retour, mais voilà. Contre le Real aussi, donc c'est une équipe mine de rien qui joue. C'était pas en Europa League, si je dis pas de bêtises, messieurs. Non, Non, ouais, c'est non, ça. non. Non, ça me pas. Parce que je suis toujours en train de préparer ma défense pour Lopetegui, donc je me perds un peu dans mes fiches. Mais, mais voilà pour la Real Sociedad. Je pense qu'on va le retrouver dans vos classements, donc je vous laisserai en parler un peu plus en détail. Je me remets vite fait les matchs. Voilà, il y a eu 2-2 contre le Barça. Bon, il y a quelques contre-performances, mais globalement c'est assez satisfaisant. Des victoires contre l'Atlético et autre belle posture. Donc voilà, une équipe qui est quand même troisième meilleure attaque et qui est dans les meilleures défenses du championnat quand même. Donc ça a le mérite d'être carré pour la Real Sociedad. Maxence, je t'en prie, tu peux enchaîner. Eh ben, en 15e, j'ai un profil un petit peu similaire à Peter Zedler. C'est Arne Slot, donc l'entraîneur de la Z Alkmaar, dont tu as parlé un petit peu avant. Donc voilà, même argumentaire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces entraîneurs qui sont capables de bousculer les hiérarchies, surtout que il vient concurrencer sûrement un des meilleurs Ajax des dernières années, le PSV performant, le Feyenoord aussi. L'Eredivisie est un championnat qui est sous-coté, mais il y a une vraie compétitivité. Et Arne Slot, eh ben, il est arrivé en début de saison. Donc c'est sa première année en tant que numéro 1. Il a toujours été adjoint, donc il a été adjoint à Cambuur pendant 2-3 ans. Ensuite, il a été adjoint 2 ans à la Z Alkmaar de John van der Brom, qu'il a remplacé donc en juillet.
Et voilà, première saison, donc c'est un manager qui est assez jeune, hein, qui a 41 ans, ancien joueur professionnel. Et voilà, bah, tout de suite, une moyenne de 2 points par match. Alors certes, c'est pas aussi flamboyant que l'Ajax. C'est un petit peu plus, il y a une mentalité un petit peu plus défensive, une grosse capacité à défendre en bloc. C'est pas forcément une équipe qui est vraiment proactive, qui est vraiment proactive dans son jeu. Mais pour autant, il arrive à performer, grosse adaptabilité tactique, et surtout, il a été capable de développer des joueurs. Je pense à Aten Cop Miners, le milieu de terrain, Oussama Idrissi, qui est très très performant cette année, Myron Boadou devant. Enfin bref, toute une panoplie de jeunes joueurs. Zakaria Abouklal aussi qui a fait ses premiers pas. Donc toute une panoplie de jeunes joueurs qu'il arrive à faire développer et qui donne un ensemble voilà, qui n'est pas transcendant, c'est pas hyper spectaculaire, mais c'est hyper efficace. Et il est dans la course quand même pour être champion des Pays-Bas, ce qui n'a pas été fait depuis Louis van Gaal en 2008, si je me trompe pas. Et bien voilà Alkmaar. pour Arne Slot. Mika, je t'en prie, 15e position, qui est-ce que tu nous places? Eh ben, je vais placer quelqu'un que vous avez déjà placé. C'est Ruben Amorim, donc de Braga, avec son 3-4-3 flamboyant. En fait, il est arrivé, il a remplacé Sapinto et il a mis la Liga dans sa poche. Voilà. Ici, il l'a mis dans sa poche. Voilà. Il a fait de Porto, du Sporting et de Benfica, c'est petit, en fait. Voilà. Et il a roulé sur tout le monde, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Il est arrivé, il a roulé sur tout le monde, il a pris la Coupe de la Ligue et il est parti au Sporting. Voilà. Ça, rien à dire. Un entraîneur avec du potentiel énorme, un entraîneur qui n'a même pas encore ses diplômes d'entraîneur. Donc il n'a pas le droit d'être debout sur le banc. C'est son adjoint qui donne les consignes, qui fait office de prête-nom, en quelque sorte. Et voilà, son équipe elle joue magnifiquement bien. Trinquant qui continue sur sa lancée et on verra toute sa classe au Barça. Donc voilà, 15e Amorim, vous en avez déjà beaucoup parlé. On a hâte de voir ce qu'il va faire au Sporting. Eh bien écoute, on a à 14e position, là ça y est, ça commence à taper, on a tapé le top 15. Moi je vais retourner du côté de la France et je vais retourner du côté de mon cher Julien Stéphan, que j'embrasse, je sais qu'il est devant et qu'il attendait que ça. Donc voilà, Julien qui est 3e de Ligue 1. Pour argumenter un peu tout ce que vous avez pu dire, le Stade Rennais n'a jamais fini dans le top 5 de Ligue 1, hein, depuis bien longtemps, en tout cas depuis l'ère récente. Donc voilà, si rien que déjà la saison s'arrêtait là, il faisait une performance encore inédite du côté du Stade Rennais. Euh, voilà, même si le jeu est, c'est sûr, un peu moins flamboyant cette saison que la saison précédente, il trouve les solutions, il trouve les clés avec quand même un effectif assez limité tout de même. Voilà, quand la recrue phare de ton mercato d'été, bon, même si Rafinha en fin de mercato, c'était Flavien Tay, Bien été. c'était Flavien Tay jusqu'au 30 août. Voilà, je sais pas si on peut parler forcément de chance, mais en tout cas, voilà, il a su optimiser mine de rien son effectif depuis la reprise de 2020 et la trêve hivernale. Rafinha est redevenu un vrai joueur de foot, donc on a pu voir un petit peu plus son talent. L'arrivée d'Enzonzi a fait aussi beaucoup de bien à la stabilisation de cette équipe. Bon, il y a l'élimination en Coupe de France qui fait un peu mal, mais elle sort de nulle part contre Saint-Etienne avec un but inespéré de Riyad Boudbouz. Voilà, sur le plan européen, il n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Voilà, Edouard Mendy, Romain Salah lui ont un peu chié dans les bottes, pardonnez-moi l'expression. Du coup, il a dû faire jouer le petit Pépé Bonnet qu'on embrasse, mais voilà, il n'a pas forcément eu non plus de réussite en Europa League, même si bien sûr il y a une part de sa faute dans les résultats. Mais voilà, j'ai rien contre les jeunes Sacha Boué ou Yann Gbo, mais quand tu es obligé de les lancer en Europa, c'est assez compliqué pour faire la différence. Donc voilà pour Julien Stéphan que je mets troisième et qui pour moi ne fait que confirmer les bonnes dispositions. Ça fait qu'un an et demi qu'il est entraîneur. Et le parcours qu'il a déjà fait avec Rennes, aussi bien sur les 8 derniers mois sur ces 8 premiers mois que sur les derniers mois qui viennent de s'écouler, est quand même assez extraordinaire pour un club qui n'avait pas gagné de titre depuis les années 50.
voilà, la position où il les ramène, ça laisse réfléchir, mine de rien, quand même, pour Julien Stéphan. Je t'en prie, Maxence, 14e position. 14e, j'ai moi aussi un Français. Et je vais parler de Valérian Ismaël, l'entraîneur du Las Cleans. Parce que moi je comprends pas pourquoi on ne parle pas de cet entraîneur en France. C'est un de nos ressortissants et il faut quand même parler du travail exceptionnel qu'il fait depuis 2 ans et surtout cette saison. On parle quand même du championnat d'Autriche qui est surdominé par le Red Bull Salzbourg depuis le début des années 2000 et c'est le premier en Autriche qui est en mesure de remettre cette surdomination en cause. Et je pense du point de vue français, qui est souvent un petit peu hautain par rapport au championnat on va dire mineur, je pense il y a un vrai mépris par rapport au travail qui est fait dans ces championnats-là. Mais il faut se rendre compte de l'exploit qu'est en train de faire Valérian Ismaël, qui a repris le Las Linz l'année dernière. Il faut savoir que Linz, ça n'a jamais été un cadre du championnat autrichien sur les dernières années. Ça a souvent été le Sturm Graz, les deux équipes de Vienne qui ont vraiment performé. Il y a eu le Wolfsberger AC qui était en Europa League cette saison aussi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Linz, il a qualifié en Europa League la saison dernière. Cette année, il joue le titre. Il s'est qualifié quand même en 16e de finale, en 8e de finale, pardon, d'Europa League, en sortant quand même des équipes comme le PSV, etc. en 8e. Il avait eu une poule loin d'être facile. Donc, et vraiment, en plus de ça, c'est un entraîneur qui a des vraies idées. On les avait déjà vus un petit peu du côté de Wolfsburg quand il avait pris l'intérim. Bon, ça, c'était pas forcément bien terminé. C'est sa première année de coaching en tant que numéro un. Et là, vraiment, Aline, c'est un mec qui a des idées hyper pointues, qui a pas forcément un supporting cast de grande qualité pour faire du jeu. Donc, bah, c'est assez pragmatique, entre guillemets, dans le sens où il tente pas des choses de fou. Il innove pas forcément. Mais ce qu'il fait, ses joueurs connaissent leur rôle. Ça joue hyper belle les transitions qui sont sans doute les clés du football moderne. Et ce qui fait qu'il arrive à avoir des résultats exceptionnels au vu du club dans lequel il évolue. Et franchement, j'aimerais qu'en France, on en parle un petit peu plus parce que voilà, j'en ai un peu marre d'entendre louer toujours les mêmes qui n'ont jamais rien gagné. Et c'est peut-être lui qui représente la nouvelle vague des entraîneurs français. Et Dieu sait que le football dans l'Hexagone en a besoin. Voilà pour Valérien Ismaël et pour le petit message aussi de notre cher Maxence Durand qui, on sait, adore le football français. Mika, je t'en prie, 14e position, tu peux te lancer. Eh ben, je vais parler d'un entraîneur qui évolue cette fois en Allemagne. Et on va parler de Marco Rose au Borussia Mönchengladbach, donc quatrième de Bundesliga, si je dis pas de conneries. Voilà, hein, j'adore cette équipe. Voilà, il a un trio devant qui est exceptionnel, hein, je trouve, avec Thuram qui l'a fait progresser, Brelem Bolo, Plea. Et voilà, je suis fan de Zakaria devant la défense. Voilà, je trouve que son équipe elle tourne bien. Euh, j'ai vu quelques matchs, c'était ça. J'ai vu quelques matchs, soit c'était du 4-4 de losange, parfois c'était aussi un peu du 4-3-3 avec beaucoup de permutations, beaucoup de rotations. Et donc voilà, moi j'adore cette équipe, j'adore le travail qu'il fait. Voilà, et je remercierai jamais assez son adjoint, donc René Maric, d'avoir créé le site Spielverlagerung. Donc voilà, un site tactique sans lequel beaucoup de monde ne saurait pas regarder un match de foot. Donc voilà. Donc grâce à ça, grâce à son adjoint, beaucoup de monde peuvent regarder un match de foot tranquillement. Et voilà, et son équipe, elle est très belle à voir jouer. Quatrième de Bundesliga, c'est grosse performance. Donc voilà, 14e, et je pense que Maxence va sûrement le placer et va sûrement rajouter d'autres éléments à mon argumentaire. Voilà, Marco Rose, sans transition, qu'on va retrouver à la 13e place de mon classement. Tu viens de bien en parler, je vais juste appuyer sur le fait qu'il a fait quand même d'Alessandro à la Sainte Player, ouais, j'ai bugué, pardon, à la Sainte Player, un joueur de l'équipe de France. Donc si ça c'est pas non plus une merveille,
Voilà, j'ai regardé un petit peu les matchs, j'ai surtout suivi Leipzig cette saison, mais voilà, en tout cas pour parler des deux matchs contre Leipzig où c'est un nul, une défaite, ça doit être deux victoires au bout pour Gladbach, sans justement un pétage de plomb de Plea au retour notamment, et une bastos de Nkunku. Donc voilà, il fait une saison bien au-delà des attentes. Il a été leader du championnat de la 10e à la 17e journée, un truc comme ça, ou en tout cas il a été au moins 6-7 journées d'affilée. Donc c'est pas anodin dans un club comme Mönchengladbach. Donc voilà, qui a subi quand même des pertes avec les pertes de Torgan Hazard qui surperformait, etc. Donc voilà, ils ont su bien se réinventer avec l'arrivée notamment de Marcus Thuram qui a été un peu boudé aussi par les clubs français. Donc c'est une belle revanche pour tout le monde, j'ai l'impression. Et c'est aussi le travail exceptionnel de Marco Rose. Voilà pour ma 13e position, Maxence. En 13e position, moi je vais aller de l'autre côté de la Manche et je vais parler de Marcelo Bielsa. Donc, bon, bah voilà, je pense que il n'y a pas grand-chose à présenter. Encore une fois, moi j'ai encore du mal à comprendre les détracteurs de cet entraîneur-là, parce qu'une nouvelle fois, on prend pas la mesure de la performance exceptionnelle que c'est d'emmener un effectif qui a une qualité de milieu de tableau de championship, deux fois tout en haut du championnat, sûrement des championnats les plus difficiles d'Europe. C'est absolument exceptionnel ce qu'il fait. Il y a des joueurs, je pense, qui même dans leurs rêves les plus fous, n'auraient jamais espéré atteindre un niveau pareil. Je pense à Ailou Keiling, qui était sûrement barman ou joueur de cricket avant de faire du foot. Et il arrive à en faire un latéral droit de niveau première ligue. Le développement des jeunes est absolument exceptionnel. Ce qu'il a réussi à faire avec des mecs comme Ben White, à- avec le petit joueur de City là sur le côté, Jack Clark. Jack Harrison. Harrison. Ouais, Jack Clark, c'est Tottenham. Jack Harrison, tout à fait. Et pourtant, je sais qu'il a un effectif qui est quand même, voilà, on sent clairement qu'il en tire le maximum. Et voilà. Alors certes, bah, c'est du Bielsa. Il y a des saisons où pendant 3 mois ils sont injouables et pendant 2 autres mois ils se feraient déboîter par le dernier de quatrième div. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est pour ça et moi je n'ai que de l'admiration pour ce mec qui ne déroge jamais à ses principes. Tu lui donnerais une équipe de Régional 3, bah, il ferait en sorte de jouer au football avec. Et ça c'est absolument remarquable. Et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on pourra avoir Marcelo Bielsa en première ligue l'année prochaine. Voilà, donc hydratez-vous bien au cas où ça arrive quand même, surtout en période quand même de rappel des consignes sanitaires. Voilà. Un peu d'eau sur la nuque, ne restez pas trop au soleil en cas de montée de Marcelo Bielsa en première ligue. Je t'en prie, Mika, 13e position, voilà, la première place de ton podium du jour. Ben, vous en avez déjà parlé, c'est Arne Slot, donc de la Z, C'est qui fait un ça. travail formidable, hein, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, victoire 3-0 contre Feyenoord, victoire 4-0 contre le PSV, double confrontation contre l'Ajax, 1-0, 2-0. Voilà. Bon, bah, écoute, hein, pas grand chose à dire, hein, vous en avez déjà très bien parlé. La Z, ça fait voilà, depuis Van Gaal que ça n'a pas été champion. Ils sont dans la course, ils ont le même nombre de points que l'Ajax. Comme a dit Max, c'est un championnat qui est pas facile, hein, qui est vraiment pas facile. Ça joue au foot. Donc voilà, Arne Slot, c'est 13e de mon classement et c'est mérité. Et c'est mérité. Du coup, voilà, on va rentrer à la 12e position et c'est le moment où je vais mettre mon casque, mes gants de boxe et mon Kevlar. Parce que c'est à cette place-là que je vais introduire Roulen Lopetegui. Dans mon classement, l'entraîneur du SC Séville, première saison du côté de l'Andalousie. Je vais essayer de me défendre comme je peux. Une chose, 54 mouvements il y a eu cet été du côté du mercato sévillan. On sait que Monchi est un acheteur compulsif, en tout cas à la recherche de n'importe quelles bonnes affaires qu'il ajouterait, peu importe si c'est utile ou pas. Un mercato, j'avais fait un article là-dessus en juillet dernier au moment de toutes les recrues.
Voilà, des recrues comme Ronny Lopez ou Lucas Ocampos qui débarquent un peu de nulle part et qui reniflent plus l'opportunité qu'autre chose, qui correspondait pas non plus forcément à ce que Lopetegui pouvait mettre en place. Voilà, des joueurs qui, au final, on lui a mis tout un tas, et puis on lui a dit débrouille-toi un petit peu avec ça. Il a perdu quand même des joueurs comme Wissam Ben Yedder, comme Pablo Sarabia, qui avait performé la saison passée, et qui aurait pu s'appuyer, en tout cas, ou sur lesquels il aurait pu s'appuyer, pardon. Voilà, le FC Séville est troisième de Liga. Voilà, donc à l'instant T, le classement est arrêté, mais s'ils s'en restaient là jusqu'à la fin de saison, le FC Séville n'avait jamais été classé aussi haut, messieurs, depuis 11 ans. Donc mine de rien, dans un club comme celui-là qui est amené à jouer l'Europe et à gagner des coupes européennes, c'est pas forcément une chose habituelle. C'est quand même, mine de rien, dans un club qui ne respire pas la stabilité, le septième entraîneur en 4 ans, hein. Donc voilà, il arrive non plus aussi à s'imposer et à refaire d'un effectif, au final, qu'on lui a jeté comme ça, des choses. Lucas Ocampos est à 12 buts cette saison et s'impose comme un vrai footballeur après bon nombre de railleries. Il intègre petit à petit Oliver Torres ou Juan Jordan dans son équipe. Bon, Ronny Lopez tire un peu le banc. Il confirme Jesus Navas à droite, l'explosion de Sergio Reguilón à gauche. Et on se rend compte qu'au final, Diego Carlos n'est pas qu'un mec qui se castagne avec les arbitres, puisqu'il est capable de jouer au football. Il intègre petit à petit Jules Koundé. Donc voilà pour moi. On lui a rajouté Souzo au mercato d'hiver pour ramener un petit peu de football en plus dans cette équipe. C'est une équipe, certes, qui joue pas toujours bien au football, ou en tout cas qui a du mal à avoir une ligne directrice. Mais voilà, c'est une équipe qui a le mérite d'être à la position où elle est, et elle n'est pas là forcément par hasard. Je pense déjà au dernier match avant la coupure du coronavirus, où c'était face au Cholo. Et bien que malmenés, ils ont su réagir pour même voilà, arracher un nul plus que mérité. Si Yann Oblak n'avait pas été là, ça aurait bien pu être pire pour l'Atlético. Voilà, globalement. Après, en Ligue Europa, ils ont facilement sorti de la phase de poule dans laquelle ils étaient. Ils se sont passés un peu sur les rotules contre Cluj, voilà, grâce au but à l'extérieur. Donc voilà, ça avait le mérite, mine de rien, quand même, pour un entraîneur qui a été beaucoup raillé ces dernières années. Voilà, ça me faisait un petit peu de la peine pour lui. J'espérais qu'il réussisse à Séville, et ce qui était pour le moment le cas. Donc voilà, j'attends la suite avec grande impatience. Maxence, je t'en prie, après tout ça, je t'ai démoralisé. Tu m'as convaincu. Franchement, tu m'as convaincu. Je t'ai démoralisé, non? Ah non, franchement, j'aurais dû le mettre plus haut. Tu m'as convaincu. Eh bien écoute, mon top 50 est désormais réussi, je te propose qu'on arrête ici. Je vais désormais couper l'enregistrement. Non, voilà, pour Roulen Lopetegui, je te propose d'enchaîner avec ton numéro 12. Et ben en 12e, on va rester en Liga. Et je vais parler d'un coach dont tu as parlé il y a quelques minutes, avec Imanol Alguacil. Donc l'entraîneur de la Real Sociedad, qui est franchement pour moi, c'est une des révélations de la saison. J'en avais déjà un petit peu entendu parler en fin de saison dernière, parce que Alguacil a repris l'équipe en hiver 2019, du coup. Il avait remplacé Azir Garitano. Et déjà, la Sociedad était mal embarquée, il jouait plus ou moins le maintien. Il avait réussi à driver vers des eaux un petit peu plus tranquilles. Et, euh, et déjà, ça parlait un petit peu d'une philosophie très Sociedad en fait, hein, parce que c'est vraiment un gars du club. C'est un gars qui entraînait la réserve jusque-là. Et en fait, cette année, c'est la confirmation que cet homme a vraiment quelque chose. Il me fait vraiment penser, je trouve, à Kiki Setien sur quelques aspects, où vraiment il est très axé jeu de position, essayer d'avoir le ballon au maximum, redoubler les passes. Ce qu'il a fait de Martin Odegaard cette saison, bon bah voilà, je pense qu'il y a rien à dire. Le mec vole absolument sur la Liga. Pour moi, il est dans le top 5 des joueurs de la saison en Espagne. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il n'hésite pas à lancer des jeunes, et notamment le petit défenseur central, c'est Robin Lenormand, il me semble son nom. Ouais. C'est ça. Qui me fait énormément penser à Aymeric Laporte à ses débuts. Donc voilà, non, franchement, super taf.
pas grand-chose à dire. Il est en position de jouer la Ligue des Champions si ça devait reprendre. Et franchement, avec tout le talent qu'il y a dans cet effectif, Léo Yarzabal, les Alexander Isak, dont on n'a pas parlé, mais qui est en train d'exploser aussi. Franchement, la Sociedad peut dormir sur les supporters de la Sociedad peuvent dormir sur leurs grandes oreilles et Alguacil n'y est pas pour rien. Alors c'est Alguacil Barrenetxea, hein. Voilà, il a deux noms, moi j'ai dit Ouais, Barrenetxea tout à l'heure. ouais. Voilà, c'est pour, on va pas froisser tous nos auditeurs basques, hein, qui doivent se compter sur les doigts d'une main, J'ai donc on vous embrasse. j'ai utilisé le nom courant. Voilà. Voilà, 12e place. Mika, je t'en prie pour finir ce trio assez espagnol pour l'instant. Est-ce qu'on reste du côté du pays ibérique? Et bah oui, on reste au même endroit parce que moi aussi en 12e j'avais mis Alguacil. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Il a tout dit. Merci à Maxence d'avoir rompu la parole. Voilà. Non, mais voilà, hein, c'est moi ce qui. Enfin voilà, troisième meilleure attaque du championnat. Il a fait de Martin Odegaard un monstre. Donc voilà. Maxi a tout dit. 2-2 contre le Barça, comme tu avais dit. Voilà, hein, Masterclass, c'est. la masterclass en Coupe du Roi contre le Real. Et c'est un must-see de la saison, hein, franchement. Voilà. Si vous l'avez pas vu, foncez parce que c'est une masterclass. Franchement, c'est une masterclass. Voilà pour la 12e place et on rentre dans le trio final, dans le Money Time aussi de cette émission. En 11e position, moi j'ai décidé de mettre Thomas Tuchel à cette position. C'est vrai, on l'a bien rappelé au cours des différentes émissions, pas facile à classer notre cher adepte du cadre 2. Mais, mais voilà, il est dans toutes les consignes qu'on lui a dit. Il a réussi à passer le step en fin de la Ligue des Champions, bon, même si c'était contre Dortmund. Mais voilà, après s'être fait cogner par les baby Red Devils la saison dernière, on était à l'abri de rien. Donc voilà, il a réussi à sauter cette barrière psychologique. Il est mine de rien dans les 4 compétitions en finale, ou en tout cas toujours en lice. Il va être champion. Et c'est une chose qu'on a beaucoup trop, comment dire, banalisé. Bon, même si c'est à l'échelle du Paris Saint-Germain, c'est obligatoire. Unai Emery l'a pas toujours fait, le quadruplé. Thomas Tuchel l'a pas jamais fait, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas quelque chose non plus d'anodin. Et voilà, dans un vestiaire où il faut gérer des égos qui dépassent plus les portes, où il faudrait remettre un humilité au papier cul dans leur vestiaire, c'est quand même pas facile. Et voilà, il a eu le mérite aussi d'essayer avec le 4-4-2 dont on s'est bien foutu de sa gueule. Mais voilà, au final, c'est peut-être celui-là qui le fait passer contre Dortmund, où il a voulu changer à l'aller, et puis au final, au retour, il le remet, ça repasse. Donc voilà, Thomas, il a le mérite d'essayer, il a le mérite aussi d'intégrer Pablo Sarabia à la place voilà, de joueurs dont on n'attendait pas forcément. Il a mis un peu, il a benché un peu Icardi pour remettre Cavani. Voilà, pour l'instant, les choix lui donnent raison, même si c'est pas toujours avec de l'esthétisme et de l'élégance, et des fois on comprend pas ce qu'il fait forcément, mais au final ça passe. Donc pour l'instant, cette saison, je vois pas grand chose à lui redire. Donc voilà, pour Thomas Tuchel. Maxence, qui est ton dernier entraîneur de la journée? Ben, en 11e, je vais retourner en première ligue et j'ai Brendan Rodgers donc en 11e position. Donc l'entraîneur de Leicester. Bon bah voilà, que dire, Leicester fait une saison absolument exceptionnelle. Troisième de première ligue, toujours dans le short de Manchester City. Sa première partie de saison en fin 2019, c'est une masterclass du genre. Il est arrivé avec ses préceptes, gros pressing, capacité à concentrer le ballon dans l'axe avec une sorte de 4-4 de losange. Il y a des joueurs qui se sont complètement révélés. On pense à Soyuncu, le défenseur turc, qui est sûrement la révélation de la saison en Première League. Des joueurs comme Chilwell, James Maddison évidemment au milieu de terrain, Wilfried Ndidi qui est exceptionnel. Il a refait Yuri Tillmans un joueur de foot. Merci. Voilà, pas pas grand chose à dire à part bravo. Après, c'était un petit peu moins brillant depuis le début 2020. Il y a une sorte d'essoufflement un petit peu. Mais quelle saison de la part de Leicester, pardon, qui est sûrement une des équipes les plus agréables en plus de ça, avoir joué
avoir joué cette saison. Il a sorti des grosses perfs. Et c'est tout naturellement qu'il se retrouve en 11e place du classement. Voilà pour Brendan Rodgers, qui sera le dernier coach de cette émission, Michael, et le dernier coach aussi de ton top pour l'instant. Et ben pour bien finir cette journée, et ben on va parler du meilleur entraîneur au monde. Max en a déjà parlé, Marcelo Bielsa. Tonton. Ouais, ouais. Bah, ouais, 11e de mon top parce que, comme l'a dit Max, il peut dominer son championnat, avoir beaucoup de points d'avance, développer un jeu. On peut croire que son équipe, rien ne lui arrivera. Et puis, tu joues contre Arsenal, tu fais une très belle première mi-temps, ça joue très bien, tu peux les démolir. Tu te fais avoir en deuxième mi-temps, tu perds et puis t'enchaînes. Il a enchaîné quoi? 5-6 matchs sans gagner? Quelque Ouais, chose il y a comme une ça, je période sais plus. dure. Mais la période dure là de début. Enfin là, mais c'était une cata. C'était une cata. Et puis il a commencé à revenir là et voilà, il a repris la première place sur West Brom. Je pense clairement que c'était l'année pour lui de au moins de monter, mais je pense qu'il aurait pris le titre. Je pense qu'il aurait eu l'équipe à la capacité pour prendre le titre. Au niveau du jeu, voilà quoi, c'est magnifique. Il y a du mouvement, il y a tout. En fait, quand on regarde Bielsa, il y a tout ce qu'un entraîneur rêverait d'avoir. Puis clairement, Et c'est pas. ça joue pas le même sport que les 23 autres équipes de Championship, hein, clairement. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Et voilà, il y a tout ce qu'en fait, il prend tous les ingrédients du foot qu'on aime et il les met dans son équipe et tu regardes ça et voilà, c'est magnifique. Voilà, la seule chose sur Bielsa sur laquelle je pense aujourd'hui on n'est pas trop d'accord. Je pense Max, toi aussi t'es d'accord avec moi. Je veux dire, c'est sur sa défense individuelle, mais c'est ce qui fait aussi de Le Bielsa, charme de bah, enfin Bielsa. de ces équipes-là. Voilà, ça fait aussi le charme de ces équipes. Mais voilà, 11e, voilà, on espère tous qu'il aille en première ligue et qu'il montre ce qu'il sait faire avec son équipe. Il fait progresser les joueurs. Euh, voilà, c'est c'est le meilleur entraîneur au monde, hein, mais voilà. Incompris. C'est dommage, ouais, mais c'est c'est juste dommage pour la mauvaise passe qu'ils ont traversée parce que sinon en fait ils auraient bouclé ça tranquille. Et en fait, ils ont perdu du temps quoi sur leur marge de manœuvre par rapport au championnat quoi. Mais bon, après ça s'est bien repris donc voilà quoi. C'est quand même, Vas-y, Maxence. c'est quand même malgré tout le meilleur pour faire de joueurs moyens, voire médiocres, des bons joueurs de foot, quoi. Ça, Ah c'est quand bah, même. optimisation de Franchement, l'effectif, non, mais c'est vraiment il y a le. que lui qui est capable de faire ça. De, Ah, de c'est les, de abusé. Non, les, c'est de incroyable. les pousser à ce point-là, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Si tu prends les joueurs individuellement, il n'y en a pas un qui a le niveau top 5 Championship, à part peut-être Pablo Hernandez. Mais sinon, les autres, c'est des mecs qui jouaient en Sky Bet Ligue 1 ou dans le fin fond de Ah la ouais, ouais. Championship. Et il arrive à en faire des cracks, quoi. Donc, non, franchement, incroyable, quoi. Et Voilà. il a réussi à faire d'Elder Costa un joueur de foot, quoi. On en est là. Bah, après, le grand Léo Jardim, donc voilà pour Elder Costa qu'on embrasse, hein. J'en doute pas, il doit être devant en train de commenter. On verra les commentaires demain, mais voilà, Elder, on t'embrasse. Voilà pour les 10 nouveaux entraîneurs de 20 à 11 de la session. Demain, on va s'attaquer là au must, hein, messieurs. Voilà, il y a des noms qui sont pas sortis encore. Ça vous laisse une idée de ceux qui restent, mais ça pourrait bien être très animé demain. Voilà, donc il y a des noms qui sortent, il y a des noms qui sont pas encore sortis. C'est tout ça la magie. Maxence, est-ce que j'ai pas trop blasphémé aujourd'hui, ça a été? Non, 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 mais après, finalement, si tu regardes, hein, plus on avance dans le classement, plus il y Plus a quand ça même se une certaine ressemble. proximité. Après, c'est vrai qu'il y a certains cas où, bon, c'est assez écarté. Moi, j'ai Galtier Bordure top 50, vous l'avez dans le top 20. Bon, bah voilà, après, c'est ce qui fait la beauté du top, hein. Ça reste toujours subjectif, hein, n'est-ce pas, Mickaël? Ouais. Ah bah c'est ça, c'est ça. Mais, au final, on aura parlé, je pense, de tous les entraîneurs qui existent, donc c'est bien aussi. Bah, au moins, chers auditeurs, vous avez de quoi faire, hein. Si vous ne savez pas quoi faire du confinement,
il y a des entraîneurs à aller voir leurs équipes jouer là, donc vous pouvez pas vous plaindre. Donc voilà pour cette émission. Je vous dis rendez-vous à demain midi encore pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, on va conclure ce top 50 et après une magnifique semaine de football passée à vos côtés, messieurs. Donc voilà, je vous dis à demain dans CPLC spécial top 50 des entraîneurs de la saison. Mangez bien, dormez bien, confinez bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ciao! Salut! Ciao!